Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire. Donc, je suis Valérie Gigot de l'équipe marketing Systentia et je suis accompagnée ce matin de Francis Milot qui est technologie évangéliste et de Lucas Meyer qui est product owner sur nos solutions de PAM et de ZTN. Donc la thématique du webinaire ce matin est la convergence IT-OT et Francis et Lucas vont notamment évoquer comment sécuriser les accès distants aux ressources industrielles et ce au travers de différents cas d'usage et également d'une démonstration. Donc pendant la durée du webinaire, vos micros sont coupés pour éviter les interférences et nous vous invitons à utiliser l'outil de chat ou de questions-réponses qui sont à votre disposition pour pouvoir poser vos questions. Et Francis et Lucas y répondront à l'issue de leur présentation. Voilà, Francis, je te laisse la parole. Oui, merci Valérie, bonjour à tous. Donc ce webinaire Convergence IT-OT, sécuriser les accès distants à vos ressources industrielles. Alors, pour commencer, un petit rappel rapide concernant en tout cas la différence entre l'IT, qui est l'Information Technology, et l'OT, on parle d'Operational Technology, même si c'est peut-être une évidence pour la majorité d'entre vous. Les technologies de l'information symbolisées par IT sont exploitées au sein des systèmes d'information d'entreprise, tandis que celles opérationnelles symbolisées par OT sont mises en œuvre pour la gestion et la prise en charge des systèmes d'information industrielle. Donc pour cette présentation, tout ce qui est en couleur orange fera référence aux environnements industriels, donc OT, et tout ce qui est de couleur bleue fera référence aux environnements IT. Donc dans chacun des environnements, on retrouve une partie système et une partie équipement. Donc, pour l'environnement IT, donc en bleu à droite, on parle de contexte d'information. Au niveau système, on retrouve les serveurs ERP, applications, web, mail, les serveurs métiers, les postes de travail, les imprimantes, les réseaux IP et plein d'autres choses. En ce qui concerne les équipements, on parle d'IoT, donc l'IoT désigne l'ensemble des infrastructures et technologies qui sont mises en place pour faire communiquer les objets divers par le biais d'une connexion Internet. On parle alors d'objets connectés, pilotables à distance, le plus souvent, à l'aide d'un ordinateur, d'un smartphone ou encore d'une tablette. Pour l'environnement OT, en orange à gauche, on parle de contexte de process physique. Au niveau système, on retrouve tout ce qui est contrôleur industriel, ça va du plus petit jusqu'au plus grand, comme les PLC, qui sont des contrôleurs logiques, les DCS, qui sont des contrôleurs distribués, les SCADA, sont des logiciels de supervision et d'acquisition de données, etc. Et on retrouve aussi bien les serveurs, les postes, les réseaux industriels et encore d'autres choses. En ce qui concerne les équipements, on parle d'IoT. C'est de l'internet industriel. En fait, c'est la déclinaison de l'IoT dans l'environnement industriel qui s'appuie généralement sur des outils connectés à Internet ou à des plateformes d'analyse qui traitent les données qui sont produites par les objets en tout cas, et qui peuvent être des petits capteurs, capteurs de température ou des robots industriels. Donc chacun des environnements est régi par des normes. On parle d'IEC pour l'OT, d'ISO pour l'IT, et selon le modèle industriel produit ISA 99, ces environnements sont segmentés en différents niveaux, L0, L1, L2, L3, etc. Mais ce qui est surtout nouveau, c'est que depuis le passage à l'industrie 4.0, dans les années 2010-2012, on retrouve en plus, enfin en tout cas de plus en plus d'environnements IT/OT interconnectés les uns avec les autres via des zones démilitarisées, et surtout les environnements OT sont de plus en plus ouvert sur les espaces publics, ce qui engendre de gros chamboulements au niveau de la sécurité. Et par défaut, l'interconnectivité des environnements génère une accélération des risques au sein des SI industriels. Et il y a différentes raisons à ça. Déjà pour des raisons
d'accès aux applications qui se font de plus en plus à distance et par tout type de population, des infogéreurs, des fournisseurs, et aussi par des internes hein, dans des contextes de télétravail ou d'astreinte. On a donc une démultiplication des accès distants. Et également parce que les données industrielles sont, pour certaines, stockées dans le cloud. Pour la maintenance et la supervision des équipements de production à distance. Mais également, je le disais juste avant, par rapport aux interconnexions entre les environnements IT et OT, hein, et aussi par rapport aux nouveaux besoins de transfert de fichiers. Donc, in fine, la conséquence de ces démultiplications d'accès bien élargit la surface d'attaque des différents systèmes stratégiques des industries et les expose de plus en plus aux cybermenaces. Alors cette transformation numérique, elle engendre des impacts néfastes sur les infrastructures industrielles. On retrouve ici une étude de StoreShield qui répertorie les conséquences d'un incident cyber, alors qui sont loin d'être négligeables. Hein, environ un tiers des attaques touchent la production avec de grosses perturbations, voire carrément des arrêts de production. Elles engendrent aussi des fuites de données et elles remettent surtout en cause la sûreté des environnements industriels. On a ici une vue détaillée d'une infrastructure industrielle hein, qui nous permet de faire un zoom sur l'architecture selon la description du modèle Purdue ISA 99 et dans un second temps nous permettra de mieux comprendre comment implémenter notre solution de PAM dans cette infrastructure. Alors les composants industriels sont répartis en 6 niveaux, 4 pour l'environnement OT et 2 pour l'environnement IT. Hein. Donc si on les balaye du bas vers le haut, on retrouve dans l'environnement OT le niveau 0, donc le niveau capteur-actionneur qui implémente les capteurs, tout ce qui va être relevé de température, les pompes, les moteurs, les robots, etc. On a le niveau L1, automatisme, qui implémente tout ce qui se rapporte à l'automatisme, les RTU qui sont des dispositifs qui interface les objets physiques au système de contrôle distribué hein, ou au SCADA. On a les passerelles, les PCL qui sont des automates. On a ensuite le niveau L2, supervision et contrôle. Donc ce niveau implémente les outils de supervision, les contrôleurs distribués, des DCS, hein, les IHM, qui sont des interfaces homme-machine, les stations d'ingénierie, les SCADA, etc. On a ensuite le niveau L3, qui est la gestion des opérations, qui implémente les bases de données, les annuaires, les serveurs métiers, enfin les MES, qui sont des logiciels de pilotage de la production et encore plein d'autres choses. Et ensuite, on a en délimitation avec le monde externe, la DMZ industrielle qui assure le niveau de protection, alors soit depuis Internet, hein, soit depuis ouvert l'IT, si les environnements IT et OT sont interconnectés les uns avec les autres. Et dans cette DMZ, on retrouve en coupure de connexion les bastions, on est en plein dans le sujet du jour, hein, et les serveurs de rebond, mais aussi des outils de décontamination, les antivirus, etc. On arrive ensuite dans l'environnement IT, où là, on retrouve le niveau L4, qui est la gestion de l'entreprise. Alors, ça implémente tout ce qui est service web, les serveurs ERP, enfin, tout ce que vous connaissez dans un système d'information IT. Et on termine par le niveau L5, le réseau DMZ Internet, hein, qui, lui, assure la protection de l'environnement IT depuis les accès Internet. Alors, dans ce type d'architecture, notre solution PAM Zero Trust peut s'intégrer de différentes façons. Ici, en mode SaaS, au travers de notre plateforme CyberElement. CyberElement est une marque de Systentia, mais on peut également intégrer, en tout cas l'intégrer de cette plateforme PAM en mode on-premise avec notre solution Systentia Cleanroom. Donc la solution est composée d'un contrôleur médiation. Alors ici, il est hébergé dans le cloud sur notre plateforme CyberElement.
et on peut y intégrer plusieurs tenantes. Un tenant dédié à l'IT, un tenant dédié à l'OT, j'en reparle juste après. Et puis, on va retrouver une ou plusieurs Edge Gateway, des passerelles, hein. Ce sont des passerelles qui vont se situer au plus proche des ressources avec lesquelles elles peuvent communiquer. Donc CyberElement et Cleanroom sont des architectures multisites, multi-VLAN. Donc sur ce schéma ici, on retrouve une Edge Gateway par niveau, dans chacun des niveaux, car on part de l'hypothèse qu'ils sont tous isolés les uns des autres, hein. S'ils communiquent entre eux, eh bien, on aura juste besoin d'une seule Edge Gateway pour la partie IT et d'une seule Edge Gateway pour la partie OT. Donc passons maintenant au cas d'usage que l'on peut rencontrer dans des contextes industriels. Alors le premier cas d'usage concerne la convergence IT-OT. Alors comme je l'évoquais juste avant, hein, notre solution PAM, elle peut être en mode on-premise, en mode SaaS, et elle est à la fois multi-site, multi-VLAN et multi-tenant. Il est possible de gérer la segmentation réseau des environnements IT-OT, hein. Ici, on a, on l'a vu juste avant, une gateway dans chaque réseau, hein, au niveau de l'IT et au niveau de l'OT. Et on va pouvoir également gérer la segmentation fonctionnelle d'administration. On a un tenant par environnement, un tenant OT, un tenant IT. Alors, soit ce serveur, ce contrôleur médiation, il peut être soit dans le cloud, en mode SaaS, hein, sur notre plateforme CyberElement, soit dans une DMZ, Internet ou industriel, dans l'usine, hein, quand on est en mode on-premise avec Cleanroom. Donc, dans chacun des environnements IT-OT, en tout cas, on va retrouver dans chacun des tenantes une console d'administration, les propres applications liées aux tenantes, les ressources, hein, un coffre-fort, les comptes utilisateurs, etc. Et les utilisateurs vont pouvoir se connecter aux serveurs administrés, aux applications, bien soit localement au site, hein, soit à distance. Ici, on le voit, à travers un canal sécurisé. C'est du TLS 1.3, car la solution intègre nativement un module de sécurisation des accès basé sur un modèle Zero Trust. On parle de ZTNA, l'acronyme Zero Trust Network Access. Alors, les accès aux ressources pourront faire l'objet d'une validation au travers d'un workflow d'approbation. C'est l'administrateur de la solution qui valide ou non l'accès aux ressources pour une certaine temporalité. Et la solution intègre également un module de partage de session, on parle de 4 mains, qui permet à un administrateur de faire appel à un tiers pour partager sa session d'administration, c'est-à-dire son clavier écran souris. Le cas d'usage numéro 2 concerne les accès à des applications installées localement sur le site industriel. Ces applications se situent généralement au niveau 2, supervision et contrôle, hein, que j'ai présenté juste avant. Et ici, par exemple, sur la station, l'application est installée sur la station d'ingénierie au niveau des applications outils. Alors, il y a entre autres deux manières d'accéder à cette application, soit à partir d'un poste sur lequel on installe un agent, sur le site OT, à droite, on le voit dans l'usine pour cet exemple. Le poste se connecte avec le client local RDP au travers de la passerelle Edge Gateway, hein, à la station d'ingénierie. Et puis, c'est à partir de cette station que l'on accède à l'équipement OT, hein, un automate par exemple, via son protocole propriétaire, Modbus, Profinet, en tout cas un protocole industriel. Et on peut aussi y accéder sans agent, installé sur le poste d'utilisateur, à distance par exemple dans cet exemple. On les voit juste ici, ces postes. Donc le poste se connecte
en HTML5 jusqu'au contrôleur médiation via un tunnel TLS. La passerelle Edge Gateway, elle, se connecte au contrôleur avec le flux natif de la ressource, RDP dans cet exemple, pour donner accès à la station d'ingénierie qui porte l'application. D'accord. En HTML5, ce qu'il faut savoir, c'est que la solution propose une rupture protocolaire au niveau du médiation contrôleur. Si les services HTML5 sont implémentés sur ce médiation, la rupture protocolaire peut se faire également au niveau d'une passerelle si on implémente les services HTML5 au niveau de la passerelle. Donc là, c'est du design, c'est à définir au moment de l'implémentation de la solution par rapport au contexte qu'on va retrouver au niveau de l'usine. Le cas d'usage numéro 3, c'est l'utilisation de l'application à distance en passant par le bastion. C'est-à-dire que l'application du constructeur est installée localement sur le poste de l'utilisateur. Dans cette configuration, la connexion à l'équipement OT se fait en accès direct, c'est-à-dire du poste jusqu'à l'équipement OT. On monte un tunnel entre l'équipement industriel, enfin entre le poste et l'équipement industriel, on fait ce qu'on appelle de la redirection de port, hein, en TLS 1.3, on parle alors de tunnel polyvalent, et ce tunnel passe par le contrôleur médiation, hein, le médiation contrôleur ici, et la passerelle, la Edge Gateway, pour aller directement sur l'équipement OT concerné à travers le protocole industriel. Donc l'application locale au poste de l'utilisateur peut alors piloter l'équipement en toute sécurité. Et si le poste utilisateur doit être sur le même réseau que celui de l'automate, par exemple, pour des raisons d'échange IP entre l'application et l'équipement, eh bien, dans ce cas, Cleanroom ou Cyber Element est capable de monter un VPN directement dans le tunnel TLS pour répondre aux besoins. Le cas d'usage numéro 3, j'ai zappé. Je vais rester sur le cas d'usage numéro... Non, je viens de le faire. J'ai eu un petit dérapage sur mon écran. Voilà, cas d'usage numéro 4, c'est le dernier cas d'usage qui va concerner le transfert de fichiers. Donc il est important de sécuriser à la fois l'import des mises à jour et l'export des logs vers et depuis le site industriel. Donc il faut s'assurer que les fichiers qui vont être uploadés, c'est-à-dire copiés ou téléchargés, soient sains et ne viennent pas en tout cas infecter le système d'information. Donc pour ça, on isole deux zones d'échange de fichiers, une zone ici interne et une zone externe. On va retrouver ici ces deux zones. Elles sont totalement étanches les unes des autres. On va bloquer tout canal de communication réseau pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'ouverture de session possible d'un réseau à un autre. Et les échanges entre ces deux zones se font via une appliance sécurisée. C'est une diode réseau bidirectionnelle généralement. Donc le processus d'échange est le suivant. La zone d'échange externe, donc on voit ici en haut, accueille l'ensemble des fichiers qui doivent être, enfin en tout cas qui doivent entrer ou sortir du SI industriel. La diode réseau, elle, se charge du transfert des fichiers d'une zone à une autre. C'est du transfert bidirectionnel avec tout un ensemble de contrôles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire du contrôle antiviral, on vérifie la signature des fichiers, on a une neutralisation des fichiers par conversion du format, on fait ce qu'on appelle de la vitrification de fichiers, on a une rupture de protocole lors du transfert, les fichiers qui sont non conformes sont détruits, etc., etc. Et la zone d'échange interne permet, elle, de gérer le dépôt des fichiers qui doivent sortir du site industriel après le transfert vers la zone externe. Rien
ne sort de cette zone interne. Et on a également le dépôt des fichiers qui provient de cette zone ici vers les données OT via du transfert à travers les protocoles SSH ou SFTP. Ou SFTP. Alors avant d'aborder la partie fonctionnalité de Cleanroom Cyber Element, je vais laisser Lucas vous faire une petite démonstration de la solution. Lucas, si Merci. tu veux prendre Oui, la main. merci Francis. Donc effectivement, pour cette démonstration, je vais vous présenter les cas d'usage 2 et 3 que Francis vient de vous présenter. Le cas d'usage 1 étant le cas d'usage multi-tenant, IT-OT. Sur ma plateforme de démonstration, je n'aurai qu'un seul tenant spécialement OT. Et le cas d'usage 2, le principe, c'était de fournir l'accès à un poste, à une station d'ingénierie qui est présente sur le site de l'usine. Cette station d'ingénierie peut être accédée de deux manières. Admettons, on peut avoir des opérateurs outils présents sur le site de l'usine, avec eux aussi des postes qui sont distants de cette station d'ingénierie. Et pour pouvoir y accéder, ils peuvent simplement euh, utiliser ce qu'on a implémenté dans nos produits, ce sont des accès directs. Ça veut dire, on se connecte directement à notre Edge Gateway, placé dans le LAN OT. Bon, l'opérateur s'authentifie et après authentification, il va être redirigé sur la station d'ingénierie, qui peut être une station d'ingénierie qui permet des actions telles qu'une connexion à un automate, une connexion à un système de supervision de la ligne de production, ou comme ici, une console d'administration distante. Il est à noter que ces accès-là sont toujours enregistrés, supervisés dans notre produit. Donc, ici, je suis connecté à la console d'administration de notre plateforme. On utilise pour cette démonstration notre variante SaaS, Cyber Elements, et je peux observer que j'ai effectivement une session qui est en cours et de pouvoir en live vérifier les accès qui sont en cours, voire même superviser ces accès en temps réel. C'est ce qu'on appelle le cas d'yeux, voire éventuellement aussi pouvoir prendre la main sur ces éléments. Les administrateurs, de leur côté, peuvent consulter les journaux du produit, savoir qui s'est connecté à quelle heure. Ici, dans le journal, j'ai mon information. Cette information pourrait être aussi centralisée pour qu'il y ait des alertes par un système plus central, ou bien revenir sur toutes les précédentes sessions qui ont eu lieu par les différents opérateurs, voire prestataires ou support soit du matériel qui est déployé dans les usines ou des éditeurs pour les logiciels de connexion aux automates. Mais si notre opérateur n'est pas présent sur site, il peut tout de même accéder à distance à sa station d'ingénierie. Pour ça, il aura besoin de se connecter au portail utilisateur, chose que je vais faire tout de suite. Et la connexion au portail utilisateur, bien que étant public, c'est un élément qui est sensible sur lequel nous pouvons appliquer du MFA. En l'occurrence ici, j'applique un MFA de type TOTP. C'est un code à 6 chiffres qui tourne toutes les 30 secondes. Et une fois que l'utilisateur est connecté à la plateforme, il peut accéder à sa station d'ingénierie à distance. Alors là, en plus, on y accède dans une version dite webifiée ou HTML5, comme on la nomme chez nous, qui en fait va euh, encapsuler tout le flux en l'occurrence ici VNC, dans le navigateur pour que côté utilisateur, il n'ait pas besoin d'installer le moindre client, mais aussi pour avoir une rupture protocolaire forte entre le poste de l'utilisateur opérateur et la station d'ingénierie. Le cas d'usage numéro 3 que Francis vous avait présenté précédemment prévoyait le fait de rapatrier, ou du moins d'avoir accès au protocole directement sur le poste de l'opérateur, ou bien on peut avoir par exemple le support d'un éditeur qui souhaite utiliser ses propres outils pour se connecter à des automates ou autres, et pour cela il a besoin d'avoir un accès
à ces automates. Et généralement, c'est plutôt des solutions type VPN qui sont déployées, voire même parfois, ils vous imposent l'installation de boîtiers dans votre réseau pour qu'ils puissent se connecter quand ils le souhaitent aux machines, aux automates. Mais du coup, avec notre produit, on propose la possibilité de rediriger ces protocoles vers le poste local de l'utilisateur pour qu'il puisse exploiter ses propres outils. Et pour cette démonstration, ce que je vais faire, je vais utiliser, je vais rediriger au final un accès à une base de données. Étant éditeur de logiciels assistentiel, nous n'avons pas une ligne de production avec des automates qui nous permettent justement de nous connecter soit à des équipements Siemens ou autres pour cette démonstration. Donc on tente avec cette base de données. Ici, je viens de lancer mon application et ce qu'il se passe, c'est qu'il y a un tunnel qui a été créé jusqu'à mon poste utilisateur, un tunnel qui est sécurisé de bout en bout, de mon poste utilisateur jusqu'à la passerelle présente dans l'usine. Et je peux avoir accès avec l'indication IP port qui m'est présentée, en l'occurrence à ma base de données. Donc je vais sur mon paramétrage, je vais juste indiquer le port aléatoire qui m'a été affecté. Voilà. Et grâce à cela, je peux accéder à ma base de données ou dans le cadre d'une usine, ça serait un automate. Par exemple, on retrouve de manière assez commune l'outil, par exemple, TIA Portal pour se connecter à des automates. Là, j'aurais pu paramétrer mon TIA Portal pour se connecter directement à tel ou tel automate une fois que le tunnel aura été ouvert. Mais cette partie-là peut être aussi automatisée. Si vous avez des outils qui permettent un lancement en ligne de commande, on peut, en un simple clic côté utilisateur, avoir un lancement qui se fasse de manière transparente pour lui. En l'occurrence, là, j'ai pu être connecté à nouveau à la même base de données, sauf que cette fois-ci, je n'ai même pas vu passer la partie authentification qui a pu être transparente, injection via ligne de commande. Mais on peut aussi avoir le cas où, pour vos prestataires, le support éditeur ou autre, vous souhaitez mettre à disposition des machines sur lesquelles vous avez justement les outils qui permettent de se connecter aux machines. Et pour ça, le produit peut parfaitement fournir un accès à ces postes, on va dire, de rebond. Et ici, j'en ai un, sauf que j'en ai un avec un cadenas rouge qui est indiqué. Et ça, c'est parce que même si je suis autorisé à accéder à cette machine, il me faut une approbation humaine de la part d'un administrateur ou d'un opérateur responsable pour m'autoriser l'accès. Donc là, je pourrais peut-être dire, donner un commentaire pour indiquer pourquoi je souhaite me connecter. Se planifier. Et je peux par exemple, me dire que j'ai besoin de l'accès toute la journée. Je soumets ma demande. La demande est envoyée du côté de l'administration. On veut avoir des alertes mail qui sont poussées pour que les responsables puissent avoir cette information. Et dans la console du produit, je retrouve la demande d'accès que je peux, euh, qui me semble valide. Je peux consulter plus précisément la demande qui a été effectuée. Donc, je m'aperçois du commentaire de l'utilisateur qui me demande cet accès et il me demande l'accès donc pour toute la journée. Je pourrais très bien être d'accord avec les accès proposés ou me dire que, bon, au final, toute la journée, c'est peut-être un peu trop, je vais juste l'autoriser une seule fois à pouvoir s'y connecter. Et si il est déconnecté pour une raison X ou Y, il faudra qu'il me refasse une demande d'accès à la machine. Là, je vais valider pour un accès unique. Et côté portail utilisateur, le cadenas rouge a disparu pour un cadenas vert ouvert qui me permet de lancer mon accès vers le serveur avec lequel je vais pouvoir réaliser mes tâches de maintenance du fait que c'était mon exemple. Je retrouve le programme qui me permet de réaliser mes tâches d'administration dessus. Je n'ai pas, en tant que prestataire, besoin de connaître
les identifiants mot de passe pour me connecter à la machine distante. C'est le bastion qui va connecter l'utilisateur, même si il n'en a pas connaissance grâce à son coffre-fort. Donc, et le cas d'usage 4, pareil, je ne peux pas forcément vous le présenter, mais le produit, tel que Francis l'avait montré précédemment, permettra de donner accès à une première machine, on va dire que c'est une machine de zone d'échange externe, sur laquelle vous déposerez l'ensemble des fichiers que vous souhaitez avoir sur le LAN outil, et en même temps, en parallèle, la plateforme permettra de donner un accès à une machine interne pour récupérer ces fichiers, mais n'autorisera pas le transfert de fichiers entre mon poste et la machine d'échange interne. Parfait, Lucas. Merci. Je vais reprendre la main. Voilà, m'étais arrêté aux fonctionnalités de la solution. Alors, je ne vais pas toutes les énumérer, hein, mais globalement, au niveau des fonctionnalités, on va parler de ZTNA. La solution, c'est une solution VPN SSL intégrée. On va pouvoir faire de la redirection d'IP de port. On monte des tunnels sécurisés de bout en bout avec des redirections de port, comme l'a montré Lucas au niveau de la démonstration. On va pouvoir gérer des profils d'accès qui sont très spécifiques, granulaires, dans des contextes, on va analyser le contexte de connexion, j'y reviens un peu plus tard. On va pouvoir administrer tout type de ressources à travers des protocoles multiples, nativement du web, du RDP, du SSH, du VNC, mais aussi à travers du tunneling sur des protocoles qui sont plus exotiques, type industriel ou autre. Côté PAM, bien entendu, tout ce qui va être fait va être tracé, enregistré au niveau des sessions avec un module de recherche qui n'a pas été présenté, mais qui va vous permettre de retrouver des informations très rapidement dans un enregistrement qui a été sauvegardé. On veut retrouver une action, une commande, il suffit de la taper dans un moteur de recherche et l'outil va vous amener directement à l'endroit de la session où l'action a été exécutée. On a bien entendu un coffre-fort dans lequel on va pouvoir appliquer des politiques de mots de passe, c'est-à-dire gérer la longueur, la complexité du mot de passe, la rotation des mots de passe, faire modifier les mots de passe régulièrement. Au niveau des accès distants, bien entendu, je vous le disais tout à l'heure, on est sur un PAM nativement zéro trust. Donc, on va monter du tunnel sécurisé de bout en bout. On va pouvoir faire de la réécriture d'URL, c'est-à-dire que une action d'administration à travers un navigateur web sur une ressource en mode web, eh bien l'URL réelle de la ressource ne sera pas vue de l'extérieur, puisqu'on a une réécriture qui va se faire. On va gérer ce qu'on appelle l'accès contextuel au moment de la connexion, c'est-à-dire que quand l'utilisateur va se connecter, eh bien, on va aller analyser son contexte de connexion pour voir s'il est de confiance ou de non-confiance. On va faire du contrôle de conformité, vérifier sur le poste un ensemble de règles. Est-ce que le pare-feu est activé? Est-ce qu'il a un antivirus? Est-ce qu'il a tel certificat, une clé de registre, l'IP du poste? Donc, voilà, on va pouvoir vérifier un certain nombre de règles et fonction de la résultante de ces règles, autoriser ou refuser la connexion parce qu'on juge que le contexte de connexion n'est pas suffisamment sécurisé. Donc tout ça, ça va se faire de manière automatique et dynamique par la solution. On va renforcer l'authentification, on parle de MFA, d'authentification forte. On va pouvoir s'interfacer avec du MFA Azure AD, des OTP, tel qu'il vous l'a été montré dans la présentation, dans la démonstration, qu'on envoie par mail, par SMS, sur des applications mobiles, un type Google Authenticator, du TOTP, mais également renforcer le MFA à travers du protocole FIDO, donc des clés qui s'appuient physiques, qui s'appuient sur le protocole FIDO2, des clés YubiKey, des clés NeoWave ou tout autre type de clé, et renforcer l'authentification par du certificat ou du serveur Radius pour avoir une compatibilité avec d'autres MFA du marché, du Duo, du Nuebo ou d'autres types de MFA. Et puis on va également faire de la biométrie comportementale avec une solution qui s'appelle Nomia Pulse.
Neomia est une filiale 100% Systentia qui développe un outil d'authentification comportementale où là, on n'a plus besoin de device, on n'a plus besoin de mot de passe, on n'a plus besoin de rien. Le système va analyser le comportement de l'utilisateur, comment il va saisir son mot de passe, comment il va saisir, comment il se sert du clavier. Il y a un auto-apprentissage qui se fait, on apprend ses habitudes et on en fait une empreinte numérique qu'on stocke dans le produit. Et au moment où l'utilisateur se connecte, et ben on vérifie sa manière de se connecter avec son empreinte numérique. S'il n'y a pas de disparité, on autorise la connexion. S'il y a une disparité, ben on peut refuser la connexion. Ça évite tout ce qui est usurpation d'identité ou choses comme ça. La vérification du contexte de connexion, je vous en ai parlé. Et puis bien entendu, on s'appuie sur une architecture double barrière, c'est-à-dire qu'on a deux composants, le médiation contrôleur et là où les edge gateway, qui nous permettent d'offrir des architectures en mode multisite, multi-VLAN, un point d'entrée pour X points de sortie. Si vous avez des VLAN ou des sites qui ne discutent pas les uns avec les autres, il suffit de placer une Edge Gateway dans chaque segment réseau, dans chaque site, et d'un point d'entrée, l'utilisateur pourra accéder aux ressources des différents segments isolés les uns des autres. L'architecture est multitenante, je vous montrais, pour faire une segmentation fonctionnelle au niveau de l'administration. Donc on fait de la segmentation réseau et de la segmentation fonctionnelle. Une architecture SaaS hybride, c'est pour la partie Cyber Element. On a le contrôleur médiation, le médiation contrôleur qui est stocké, qui est dans le cloud sur la plateforme Cyber Element, et les passerelles, là où les passerelles sont directement implémentées on-premise sur le site au plus proche des ressources. Et puis la solution permet de prendre, d'avoir une prise en main sur les postes. Voilà globalement, de manière assez rapide, les fonctionnalités. Et pour terminer la présentation, quelques cas clients dans l'industrie. Alors cette liste, elle n'est pas exhaustive, bien entendu, juste pour vous dire que dans le domaine industriel, pour certains clients, on gère l'administration des systèmes et des équipements IT/OT, que ce soit en local ou à distance. Pour des industriels, du traitement, de la gestion de l'eau et des déchets, puis on gère l'accès aux environnements IT et OT dans des contextes qui sont soumis à la loi de programmation militaire, la LPM, en exploitant notamment les fonctions multitenants de la solution. Pour d'autres clients dans le domaine du médical, par exemple, la télémédecine, l'imagerie, on cloisonne les flux métiers des flux IT/OT, ou encore, pour certains cas clients, des exploitants d'infrastructures d'entrepôts qui vont gérer, en tout cas qui gèrent la télémaintenance qui font de la télémaintenance des infrastructures logicielles et industrielles des entrepôts de leurs clients.